Cette semaine, à Maghebdo, nous allons aborder le sujet des écoles alternatives. Pour ce faire, nous recevrons Amélie Boulet, qui est coordonnatrice du programme Pacte vert au Centre professionnel des Moissons. Puis, en première partie d'émission, nous recevrons Annie Larrivée, qui est enseignante à l'école alternative des Trois-Sources. Annie Larrivée est dans nos studios. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Annie. Merci de m'avoir invitée. Premièrement, en quoi ça consiste l'école alternative des Trois-Sources et plus largement le réseau des écoles alternatives? Les écoles alternatives au Québec, c'est vraiment un regroupement d'une trentaine d'écoles. Pour parler un petit peu plus de notre école, nous, on existe depuis, on est à notre 18e année d'existence. Donc, ça a vraiment parti en 1992. Ce sont des enseignants avec des conseils pédagogiques qui se sont rassemblés autour d'une vision commune de l'apprentissage, de l'éducation, puis ils se sont associés au fil du temps des parents qui se sont joints à ce projet-là, puis qui voyaient que les parents pouvaient avoir une partie prenante à l'école. Donc, c'est vraiment en 1996 que l'école a été ouverte là, à Châteauguay, dans l'ancienne commission scolaire de Châteauguay. Puis, c'est ça, on est en notre 18e année. On respecte nos racines, mais ça a évolué quand même le projet de l'école. Ce qui reste vraiment, c'est notre conception de l'apprentissage, la conception de l'évaluation, puis de l'enseignement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles alternatives au Québec? Bien, il y en a une trentaine, vraiment. Dans la commission scolaire des Grandes Seigneuries, il y en a 2. Alors, l'école alternative des Trois-Sources et l'école des Cheminots. Mais on a des écoles alternatives un peu partout au Québec. Puis, on a un bon réseau. On a des rencontres avec des gens qui représentent les écoles partout au Québec, qui se rencontrent régulièrement pour parler pédagogie, pour faire de la recherche. Puis, justement, il n'y a pas longtemps, on a lancé les 17 conditions là, sur les écoles alternatives qui nous rassemblent, notre façon de voir l'apprentissage, l'innovation, l'apprentissage, mais aussi pour travailler avec les parents, comment chaque école voyait ça. Puis c'est vraiment ce qui nous unit qui est là-dedans. Est-ce que c'est nouveau, ça, la collaboration entre toutes les écoles, l'uniformisation un peu là, de tout ça? Le réseau des écoles publiques alternatives du Québec, ça existe, si je ne me trompe pas, depuis 2001. Okay. Donc, ça fait quand même un certain temps. Puis, le but, c'était vraiment d'échanger, mais aussi d'avoir une vision commune de c'est quoi une école alternative, qu'est-ce qui nous unit. Même si on a chacune notre particularité dans chacune des écoles, bien, qu'est-ce qui nous rassemble? Donc, c'est vraiment une occasion d'échanger, mais aussi de se concerter. Est-ce que la collaboration des parents est à la base un peu dans toutes les écoles ou c'est particulier à l'école des Trois-Sources? Non, vraiment, les parents font partie prenante de l'école. À certaines écoles, c'est vraiment une co-gestion tant dans les décisions, puis ça s'actualise un peu différemment dans chacune des écoles, mais les parents sont présents dans toutes les écoles parce qu'on veut que l'école soit une continuité de la maison, qu'on travaille en équipe, en co-éducation. C'est ça, bien, si je peux me permettre, pour avoir plusieurs enseignants dans mon entourage, je sais que c'est quelque chose qui fait défaut, je pense, dans le réseau des écoles publiques. Des fois, le lien avec le parent est difficile à faire. Est-ce que vous, c'est ça qui fait en sorte que les parents décident d'inscrire leurs élèves là-dedans? Est-ce que c'est des parents de base qui veulent avoir un peu plus un suivi plus serré de leur enfant? Bien, je dirais que les parents qui voudraient inscrire leur enfant à notre école pour un suivi, ce serait peut-être pas la première raison pour laquelle on voudrait inscrire l'enfant. C'est vraiment parce qu'on a le goût de travailler en équipe avec les gens qui travaillent avec notre enfant. Puis on essaie de rechercher un milieu qui correspond davantage à nos valeurs qui sont poursuivies à l'école. Donc, c'est un milieu ouvert sur la famille. On travaille en collaboration. Puis, le réseau, nous aussi, on fait partie des écoles publiques. Donc, il y en a qui pensent qu'on est privé, là, mais non, on fait partie du réseau des écoles publiques. Mais je dirais, pour revenir aux parents, c'est vraiment que nous, à l'école, on a un processus d'admission. Alors, on est à Châteauguay, on dessert les enfants qui proviennent de Léry, Mercier-Châteauguay. Et puis, il y a un processus d'admission. Dans le fond, on offre différentes plateformes pour s'informer sur ce que c'est l'école. Entre autres, il y a une soirée, souvent, c'est au mois de novembre, en début d'année. On invite les familles qui seraient intéressées à inscrire leurs enfants à l'école, à venir à notre soirée où là, il y a des enfants, il y a des parents, puis il y a des enseignants qui partagent comment nous, on voit ça, l'éducation, puis comment ça se vit dans le concret, parce que les enfants viennent présenter leur projet. Puis, dans le fond, c'est une première étape, je dirais, pour s'informer de ce que c'est une école alternative. Puis, à partir de là, bien, si on voit que ça correspond vraiment à ce qu'on recherche,
Par rapport aux valeurs, par rapport à la façon de voir l'apprentissage, bien, on peut poursuivre en complétant un questionnaire, une lettre de motivation, pourquoi j'inscrirais mon enfant à l'école. Okay. Puis, il y a ensuite une entrevue où on rencontre les parents. Le but de tout ça, c'est vraiment d'aller essayer de chercher des familles qui correspondent vraiment au profil recherché, c'est-à-dire qui ont le goût de travailler en équipe. Ça n'a pas besoin d'être des spécialistes de l'éducation, loin de là, mais c'est vraiment des gens qui veulent travailler dans le même sens que nous. Est-ce qu'on voit une différence au niveau des étudiants? Je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans le réseau public traditionnel, Oui. mais est-ce que tu vois une différence au niveau des élèves dans leur développement, dans leur intérêt pour les choses qui se passent à l'école? Bien, ça me fait penser, juste revenir, c'est que quand on fait le processus d'admission, l'enfant n'est jamais comme sélectionné. OK. Alors, l'enfant, il n'est pas vu vraiment dans le processus. Donc, on accueille des enfants qui sont en difficulté, des enfants qui ont des problématiques. C'est pas quelque chose qui est élitiste. Non, là. c'est pas du tout. Donc, ce qui m'amène à dire que bien, on travaille avec des enfants comme partout dans les autres écoles. Ce que je dirais qu'on peut remarquer, puis ceci dit, il se fait des très belles choses dans toutes les écoles, là. Mais ce que nous, on essaie de travailler particulièrement, l'autonomie, le respect puis la coopération chez nos élèves. Donc, c'est sûr que ceux qui auront fait un parcours de 7 ans à notre école, mais c'est sûr qu'ils ont développé ça parce qu'on les met dans des situations où on essaie de maximiser le développement de ces valeurs-là qui sont importantes pour nous. Puis nous, bien, on travaille en projet. Donc, les élèves qui prennent en charge leur apprentissage, qui déterminent les moyens d'y parvenir, bien, c'est vraiment ça, rendu en 6e année, mais ils sont habitués qu'on leur demande de faire ce genre de travail-là, puis de s'exprimer devant un public, comme vous avez pu le voir. Oui, effectivement. On y reviendra plus tard à cette belle conférence à laquelle j'ai assisté. Le travail avec les parents, est-ce que des fois, c'est quelque chose qui est difficile? Est-ce que des fois, il y a des visions qui sont différentes? Est-ce que vous prenez en compte, disons, les visions des parents? Est-ce que c'est une collaboration, ça va jusqu'à ce niveau-là, sur le fonctionnement de l'école? Bien, à l'école, il y a différentes façons de s'impliquer. Il y a des parents, bien, en fait, chaque famille doit donner 3 heures de temps à l'école par mois. Donc, chaque élève, peu importe que ce soit le père ou la mère, ou les grands-parents, c'est vraiment une OK. implication familiale. Donc, de 3 heures par mois, ça peut se faire en classe. Donc, on a tout un système où les enseignants ont fait des demandes à certaines plages horaires et les parents s'inscrivent. Mais on a aussi des comités de soir. Puis, dans les comités de soir, bien, on a un comité qui s'appelle le comité de la coéducation. Puis eux, bien, dans le fond, ils vont traiter de tout ce qui est pédagogie. Donc, ils vont faire venir des conférenciers pour informer les parents, faire des cafés-rencontres pour parler de, quand ils viennent en classe, comment on peut gérer l'aide en classe, jusqu'où on peut aller dans nos interventions avec les enfants. Donc, il y a une équipe de parents qui s'inscrit dans le cadre de leur implication à ce comité-là, puis qui décide de soutenir les parents dans leur engagement à l'école, parce qu'il s'agit quand même d'un engagement. Puis, il peut y avoir des fois des perceptions différentes ou des fois, mais je crois qu'on a vraiment la discussion, le respect, puis on essaie de cheminer tout le monde dans ça. Puis, comme c'est pas une école de quartier, à la limite, les parents qui réaliseraient qu'ils sont pas dans le bon environnement, bien, ils pourraient décider de quitter l'école. Donc, c'est plutôt rare quand même parce qu'à la base, les parents, bien, inscrivent leur enfant parce qu'ils croient aux valeurs et tout ça. Puis, des fois, bien, juste d'avoir ces formations-là, de discuter avec d'autres parents qui vivent les mêmes choses, ça peut être très aidant. Puis, on a 2 assemblées générales obligatoires à l'école. Une première en début d'année là, pour bien, élire le conseil d'établissement, tout ça, mais il y en a une deuxième qui est vraiment à caractère pédagogique. Donc là, on parle de pédagogie. Donc, les parents sont invités à venir. Ça fait partie de leur engagement auquel on s'attend d'eux, mais on essaie de leur parler, comme l'an prochain, ce sera sur le travail en projet, qui est une de nos approches privilégiées à l'école. Donc, comment les parents peuvent soutenir leur enfant dans cette démarche-là. Et au niveau du cursus des cours en tant que tel, est-ce qu'il y a une différence avec les écoles régulières, traditionnelles? Bien, nous, dans le fond, on a les mêmes documents de référence au niveau du ministère, là, le programme de formation, tout ça, la progression des apprentissages. Tous les apprentissages que les enfants doivent faire, nous, on respecte le programme de formation de l'École québécoise. C'est juste dans la façon de le vivre. C'est dans la perception que nous, on a. Donc, oui, les enfants apprennent, mais différemment. Donc, je parlais de la pédagogie du projet. C'est vraiment notre approche privilégiée.
Alors, on part d'un projet rassembleur, un projet collectif, puis on essaie d'aller chercher tous les apprentissages qui pourraient être susceptibles d'être touchés par ce projet-là. Dans le fond, c'est d'aller chercher la motivation de l'élève, puis on essaie de travailler vraiment différemment. Puis selon les différences des élèves, dans un même contenu, on essaie de différencier là, dans la mesure du possible. Et d'ailleurs, ça semble fonctionner parce que, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, il y a eu une conférence sur la cyberdépendance à laquelle j'ai pu assister pour le bulletin de nouvelles. Et puis, j'ai été personnellement très surpris de voir la solidité, en fait, et des propos et des jeunes qui avaient 12 ans, quoi, à peu près. Oui, 11-12 ans. 11-12 ans, Ouais. et qui livraient la conférence comme des chefs, j'ai envie de dire. C'était super intéressant, c'était très articulé. Et je me disais, et en parlant de toute l'ampleur du projet, je me disais ça doit être vraiment valorisant pour un enfant de voir du début à la fin et l'aboutissement de tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi exactement ce projet-là, si on part du jour 1 de l'idée initiale? Bien, c'est sûr que moi, ça fait 3 ans que je suis au 3e cycle et puis les enfants vivent des projets depuis qu'ils sont à la maternelle. Je dirais que les projets qui se vivent sont très variés. Au 3e cycle, les élèves, bien, ils ont développé l'autonomie, travaillent en coopération, puis ils ont le goût d'entreprendre des projets pour entreprendre des actions, pour changer un peu ce qui les entoure. Ils voient un problème, ils essaient de le régler. Puis c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on a parti un projet en entrepreneuriat. Moi, j'ai une classe en multi-âge, donc j'ai des élèves de 5e et de 6e année. Okay. Puis les élèves que j'ai cette année en 6e année, ils étaient avec moi l'an passé. Et on a vécu un autre projet d'un autre ordre en entrepreneuriat, c'est que nous, on a organisé une marche à l'école pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Donc, c'était les 3 sources pour la vie. Okay. Alors, c'est eux qui ont organisé, qui ont amassé les fonds, géré tout ça. Donc, c'est sûr qu'en début d'année, eux, ils avaient le goût de reconduire cette expérience-là où ils avaient maximisé leur engagement et leur implication. Donc, au départ, mes élèves ont mentionné qu'ils aimeraient faire un autre projet de ce type-là. Et puis, il y a une élève qui est arrivée puis qui a mentionné comme dans l'entrevue qu'on a fait, qu'il y a une élève qui est arrivée puis qui a dit que son frère passait beaucoup de temps sur son iPod à l'heure du souper, ça créait des conflits. Puis les autres élèves ont vraiment parlé que ça se passait aussi dans leur milieu, dans leur entourage. Donc, bien là, on a dit ce serait vraiment un problème intéressant auquel on pourrait s'attaquer. À partir de là, bien, quand on fait un projet, il faut s'informer. Donc, on voulait vraiment savoir c'était quoi tous les aspects de la cyberdépendance. Et là, on a beaucoup lu dans les médias, quoique c'est une problématique assez récente. On a fait venir des personnes ressources. Donc, Nadia Grondin du service de police de Châteauguay est venue nous parler de l'aspect de la cyberintimidation. Puis, on a fait venir aussi Mme Guylaine Sarrazin du centre Le Virage. Okay. C'est un centre de réadaptation en dépendance en Montérégie. Donc, elle est vraiment venue nous en parler de ce que c'était qu'une dépendance, puis de comment on peut voir. Donc, mes élèves, ils ont vraiment fait une belle collecte d'informations. Alors, ils sont vraiment devenus experts dans plusieurs aspects du sujet. Puis, à partir du moment où on a trouvé qu'on a vraiment cerné la problématique, bien là, on s'est demandé est-ce que dans notre milieu, c'est vraiment un problème ou si c'est juste ce qu'on pense. Donc, on a fait un sondage à l'intérieur de l'école. Et ça nous a permis de voir que oui, c'était une problématique pour plusieurs familles de l'école. Puis là, bien, les élèves ont décidé d'organiser un événement pour sensibiliser. Et ça nous amène jusqu'à... On fait un petit saut dans le temps parce que le temps nous manque un peu. On s'est rendu donc la semaine dernière à l'école de la Magdeleine où il y avait un événement, un colloque en fait, sur... C'était quoi exactement le sujet bien, en fait, du colloque? C'était un regroupement des personnes qui travaillent dans le milieu social. Puis c'était les médias et les jeunes. Donc, ça collait vraiment au sujet du colloque. Et M. Bertrand Loisel, l'organisateur communautaire, nous a invités à donner un atelier. Et vous étiez les seuls étudiants qui donnaient... Bien, les seuls élèves du primaire, en tout cas, parce que c'est rare que dans ce genre de colloque-là, il y a des choses qui sont comme menées par des enfants, mais pour les jeunes de 5 à 12 ans. Puis nous, notre événement qu'on a organisé pour sensibiliser, ça s'adressait à toutes les familles, mais tous les élèves de l'école. Et puis, vous avez eu une bonne nouvelle lors de cet événement-là? Oui. Bien, en fait, c'est jeudi passé, on a été invité à la commission scolaire pour les remises de prix pour le concours québécois d'entrepreneuriat. Puis les membres du jury nous ont sélectionnés comme étant, nous décernant le prix coup de cœur. Alors, on était très fiers et...
Bien, je vais te dire félicitations, Bien, Annie. merci. Je vais dire félicitations au projet. En fait, si les gens veulent vous retrouver, ça se retrouve facilement sur Internet, l'École des Trois Sources. Oui. Vous pouvez, on va mettre l'adresse en lien en bas de l'écran. Et puis, je vous invite à aller de l'avant, à essayer d'aller voir un peu ce genre d'avenue qu'on n'est pas habitué de se faire présenter, qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent dans les médias. Et puis, j'invite les gens à la maison à s'informer un peu plus sur ce genre d'avenue-là. Merci beaucoup, Annie Lavillette. Bien, merci. Merci. Je suis avec la coordonnatrice du programme Pacte vert du Centre professionnel des moissons, Amélie Boulet. Amélie, merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Premièrement, question toute simple, qu'est-ce que c'est le Centre des moissons? D'où ça... pas le Centre des moissons, pardon, le programme Pacte vert plus précisément dans le Centre des moissons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est une formation qui s'adresse à de jeunes adultes qui n'ont pas réussi à obtenir les préalables pour s'inscrire aux formations régulières, donc les DEP, les diplômes d'études professionnelles. Donc, nous, on a vraiment inventé une formation sur mesure pour cette clientèle-là. Il y a 2 constats dans la région. Hein. Ça fait 6 ans que la formation existe. Donc, c'est vraiment parti d'une initiative d'enseignants puis de la direction à l'époque, M. Donald Miller, qui était directeur du centre de formation à l'époque. Il y avait une hausse du décrochage scolaire, beaucoup dans notre région, puis en plus une pénurie de main-d'œuvre dans les domaines agricoles et horticoles. Parce que nous, les formations à l'école, ce sont presque tous des programmes en agriculture, donc formation agricole et horticole. Il s'inscrit bien dans le cadre régional, très rural de Tout à Beauharnois. fait. On est en Montérégie-Ouest, donc il y a vraiment beaucoup d'entreprises, beaucoup de débouchés dans ces domaines-là. Donc, on avait, c'est ça, une pénurie de main-d'œuvre puis une hausse du décrochage scolaire, ce qui a fait qu'on a inventé sur mesure une formation pour les jeunes qui avaient des difficultés scolaires, donc qui ont décroché du système régulier. Et tu me disais que vous étiez inspiré d'un autre programme qui existait déjà un peu avant le vôtre. Oui, effectivement. Donc, le groupe Tournesol a été implanté, là, si je ne me trompe pas, il y a 12 ans au Centre de formation des moissons à Beauharnois. C'était vraiment une formation, c'est encore une formation, dans le fond, en horticulture adaptée pour les personnes qui vivent une situation de handicap, donc déficience intellectuelle ou situation de handicap physique. Et cette formation-là, elle se déroulait super bien. Donc, on a un peu copié leur formule gagnante là, pour on fait du copier-coller là, avec l'équipe d'intervenants pour pouvoir faire la même chose avec la formation Pacte vert. On a une équipe en place, effectivement, là, pour soutenir ces élèves-là. Donc, il y a toujours une coordonnatrice de programme. Tournesol en avait une. Moi, je suis celle pour Pacte vert. On a toujours une éducatrice spécialisée qui est en place avec les élèves, donc une pour Tournesol et une différente pour Pacte vert, qui suit les élèves au quotidien, qui est là pour soutenir, dans le fond, l'enseignant. Parce que notre clientèle, là, on s'entend qu'ils ont beaucoup de déficits d'attention, de troubles d'apprentissage graves, dyslexie, dysphasie, donc ils ont des problématiques multiples. Donc, ils ont besoin de support. Donc, l'éducatrice spécialisée est toujours là pour soutenir l'enseignant, mais aussi pour s'assurer que les élèves, ça se déroule bien dans leurs apprentissages, mais aussi au niveau des compétences, des habiletés sociales, parce que la formation mène à un emploi par la suite. Et c'est vraiment l'objectif principal, c'est de développer des aptitudes pour pratiquer un emploi. Ça tombait un peu dans un vide, je pense, là, au niveau scolaire. Si quelqu'un n'était pas inscrit vraiment ou réussissait pas dans le domaine scolaire, après ça, il n'y avait pas vraiment d'avenue. Si on n'était pas capable de suivre les cours du centre professionnel de base, est-ce que tu sens que ça fonctionne auprès des jeunes? Est-ce que tu sens que des jeunes que tu te dis, s'il n'y avait pas ce programme-là, probablement qu'ils ne seraient plus à l'école déjà? Ah, c'est certain. Hein? Nous, on a vraiment innové. Là. On est les seuls au Québec à faire ce type de programme-là. Là, on est vraiment à part, dans une case à part. Puis justement, là, au niveau du financement, des fois, ça crée des problèmes. En fait, ce qui existe à l'heure actuelle, c'est que... je vais partir peut-être du secondaire. C'est qu'au secondaire, il y a les programmes de FMS. Ça s'appelle Formation de métiers semi-spécialisés. Okay. Et il y a les formations qu'on appelle FPT, Formation préparatoire au travail. Donc, ce qui arrive, c'est vraiment des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage graves qui se retrouvent dans ces programmes-là. FMS sont un petit peu plus forts. FPT, c'est des gens encore plus faibles. Donc, ils ont vraiment ils ont parti ces programmes-là au secondaire, ce qui fait qu'ils ont 2 jours par semaine, 2 ou 3 jours par semaine, dépendamment là, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ils font des matières de base à l'école. Puis, ensuite, les 2 ou 3 autres journées dans la semaine, ils envoient un étudiant en stage, mais il se fie sur l'employeur pour former l'élève dans un domaine particulier. OK. Mais l'employeur, est-ce qu'il est habilité à faire ce travail-là de pédagogie? Bien, ils essaient. Hein? Ils essaient. Parfois, il y en a des très bons. Nous, on appelle ça un maître de stage dans le milieu. Là. C'est vraiment l'employeur qui agit comme maître de stage auprès de l'élève, mais on se fait beaucoup sur lui pour former l'élève. Parfois, il y a des réussites,
mais on se rend compte que ces jeunes-là, ils ont quand même des troubles de comportement, ils ont des difficultés d'apprentissage, donc ils ne sont pas outillés, les employeurs, pour faire face nécessairement à cet élève-là. OK. Et au niveau de la reconnaissance par rapport au gouvernement, par rapport au ministère de l'Éducation, quand on complète cette formation-là, donc, si je comprends bien, on n'a pas nécessairement terminé la formation de base qu'on connaît à l'école régulière. À ce moment-là, quel diplôme, l'étudiant ressort avec quoi de cette école-là? Bien, nous, il y a 6 ans, au début, il n'y avait aucun diplôme qu'on pouvait leur donner. Dans le fond, la formation est la même, sauf que on donnait un certificat maison. On leur donnait un certificat du centre des moissons disant tu as complété la formation Pacte Vert de tant d'heures. Et après ça, on se disait que dans la région, les employeurs seraient sensibles à cette diplomation-là, même si elle n'est pas reconnue par le ministère. Effectivement, on essayait En fait, il fallait vendre, expliquer beaucoup au départ aux employeurs qu'est-ce qu'ils avaient fait, parce que c'est très particulier. On est les seuls au Québec à faire cette formation-là. Est-ce qu'il y avait une ouverture de la part des entreprises avoisinantes où ça a été difficile à travailler? C'est sûr qu'au début, là, je ne vous cacherai pas que ça n'a pas été facile. Même au départ, au centre, il y a des gens qui étaient quand même fermés d'inclure cette clientèle-là. C'est pas facile, même au départ. Si je parle de tournesol, au début, les gens étaient réfractaires. C'est des clientèles qu'on ne connaît pas. Et c'est pas sexy, entre parenthèses, là, d'aborder comme sujet. Là, c'est le genre de sujet qu'on n'aime pas. C'est pas beau parler de ça, mais c'est nécessaire. Oui. À l'intérieur du centre, est-ce que ça a été compliqué de vendre ça aux autres? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient plus fermés à cette idée-là que d'autres? Mais ce qui est intéressant dans notre projet, c'est que c'est vraiment parti d'enseignants qui travaillent. Nos enseignants, nous, souvent, ils enseignent à temps partiel, mais ils ont aussi leur entreprise dans le domaine. Okay. C'est vraiment d'eux que ça partait. Il manque de main-d'œuvre. Il y a des jeunes qui décrochent, ils ont des capacités. Fait que c'est vraiment une initiative de gens qui travaillaient chez nous. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y en a qui étaient réfractaires à ça. Ça va te donner quoi? Ils sont un peu délinquants. Ça va te donner quoi dans notre centre? Ça va être quoi l'image qu'on va refléter? Le domaine agricole, c'est un domaine aussi quand même particulier, un peu fermé. Fait que c'est sûr qu'il a fallu défoncer des barrières. Puis c'est vraiment grâce au directeur qui a cru, qui a toujours travaillé avec ce type de clientèle-là, qui a cru à ce qu'on pouvait Pacte Vert, juste le nom, là, ça a parti au départ, c'était le Pacte pour l'emploi qui visait à raccrocher des jeunes, justement, puis à les ramener sur le marché du travail. Puis nous, on a décidé d'appeler ça, parce que c'était une mesure gouvernementale qui s'appelait Pacte pour l'emploi. Puis nous, on a décidé ça d'appeler Pacte Vert, parce que Vert, c'est sûr qu'on est un centre agricole horticole, mais en plus, on fait un pacte avec ces jeunes-là pour leur dire tu es capable, tu as eu des difficultés scolaires, tu n'as pas confiance en toi, mais nous, on va t'apprendre des choses pratiques. Il y a des choses que tu vas aimer, des choses que tu n'aimeras pas. Il y a des choses que tu vas voir que tu es bon. Puis, nos élèves, ils font de la soudure, par exemple. Il y en a plein qui ont peur. Au début, c'est quelque chose d'inconnu totalement. On y va tranquillement, progressivement, puis ils réussissent tout à le faire. Ils réussissent tout à le faire. Et tu me disais qu'ils obtenaient aussi leur carte de l'ASP Construction. Oui. Au terme de ce cours-là. Est-ce qu'ils suivent la formation traditionnelle? Est-ce que c'est quelqu'un de l'ASP Construction qui vient donner une formation? Nous, on a un enseignant à l'école qui est formé parce que l'ASP Construction est donné dans certains programmes de formation professionnelle. Donc, on a demandé à cet enseignant-là. Nous, on trouvait que c'était une opportunité pour nos élèves. Ça leur donne une carte de compétences supplémentaires. Donc, c'est bon pour l'accès au marché du travail pour eux. Donc, c'est l'enseignant qui le donne à ces élèves-là. On donne la carte de chariot élévateur, donc c'est encore là un enseignant qui est certifié pour donner cette carte de compétences-là, fait que ça leur donne un atout. C'est très diversifié la formation Pacte Vert. On a pris comme un peu un module de chacune des formations, donc ils font un peu de l'exploration professionnelle au quotidien. Puis on en a fait une formation avec ça. Fait que c'est tellement diversifié que les jeunes, c'est pas au choix, ils peuvent pas seulement dire « moi, j'aime chariot élévateur et soudure ». C'est une formation sur 10 mois de temps. Dans le fond, c'est une année scolaire. Puis ils font tout ce qu'on leur offre au menu. Puis à la fin de l'année, ils vont vraiment choisir une période de stage en milieu de travail de 4 semaines. Puis à la fin de l'année, ils vont vraiment décider sur tout ce qu'ils ont vu dans l'année, dans quoi ils sont bons, puis vers quoi ils s'enligneraient pour le marché du travail. Puis on va leur offrir un stage idéalement dans... On les a vus aller aussi. Ce dont ils ont envie, ce dont ils sont le plus compétents, j'imagine. Exactement. Et les gens, vous êtes pas mal la seule école à faire ça dans le coin. Est-ce que vous avez des gens qui viennent vraiment de l'extérieur ou si c'est plus concentré à Beauharnois pour l'instant? C'est sûr que notre clientèle, c'est plus concentré Beauharnois, Châteauguay, Valleyfield dans les dernières années. C'est sûr qu'avec l'avenue d'Autoroute 30, on commence un peu à avoir des gens plus de Vaudreuil, de l'extérieur, mais c'est encore très régional. Parce que nos élèves, souvent, ils ont peu de moyens financiers, ils n'ont pas souvent de permis de conduire. Donc, c'est sûr que l'accès, ça, c'est un petit peu plus complexe. Là. Souvent, ils doivent voyager en autobus. Et puis,
pour l'avenir, pour la suite des choses, ce serait quoi ton souhait pour ce type de programme-là, pour vous personnellement, mais aussi pour l'ensemble du réseau d'éducation au Québec? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aurait besoin d'être davantage connu et puis davantage appliqué un peu partout? Ah oui, vraiment, vraiment. On le voit qu'on a une formule gagnante. Dans les dernières années, c'est sûr qu'on s'est fait un peu plus connaître à nos résultats. On a des statistiques aussi de placement qui sont très bonnes. Emploi Québec nous supporte beaucoup dans cette formation-là et sans l'apport d'Emploi Québec, on n'existerait pas. Puis c'est ça qui est triste, c'est qu'on a vraiment inventé une belle formule qui fonctionne, mais en même temps, le financement du ministère de l'Éducation a un peu de difficulté à suivre parce qu'on a un beau projet. Hein, le fait que ce soit dans un centre de formation professionnelle avec les équipements, avec les enseignants, avec du support, mais tout ça, c'est sûr que je ne vous cacherai pas que c'est un programme qui est coûteux à faire rouler. Mais moi, j'aimerais, mon souhait, ça serait que vraiment on a un financement. C'est un petit peu compliqué, là, les barèmes de financement, je peux peut-être l'expliquer. En formation professionnelle, nous, dans les programmes agricoles et horticoles, il y a un ratio maître-élève. Okay. Nous, il y a 12 élèves pour un enseignant. Nous, on est considérés, comme nos élèves n'ont pas les préalables, on est considérés comme étant de la formation générale aux adultes. Okay. Donc, à ce moment-là, c'est un élève pour 15 étudiants. Mais nos étudiants ont des difficultés. Donc, notre ratio maître-élève est plus grand pour Pacte Vert que dans nos groupes de formation professionnelle. Mais ça ne comprend pas d'éducatrice spécialisée. Donc, nous, il faut toujours avoir le support d'un organisme externe pour pouvoir couvrir les services de l'éducatrice spécialisée. Parce que ces frais-là ne sont pas prévus nulle part, vu que votre création n'est pas inscrite dans rien qui existe pour l'instant. Non, exactement. Donc, la commission scolaire, dans le fond, défraie avec le barème de financement formation générale aux adultes. Mais nos élèves sont comme inscrits en formation générale. Mais ça fait... La formation générale, habituellement, c'est dans un local de classe, en individuel, qui font des maths, du français. Effectivement, mais nous, sont toujours en action, donc il y a un risque pour la santé et sécurité. Il faut penser à ça. Ils travaillent toujours avec des outils, du matériel. Ce sont des jeunes qui ont des déficits d'attention, donc c'est pas évident, là. C'est pour ça que ça prend toujours... Ça prend une coordonnatrice qui chapeaute tout ça. Moi, je m'occupe de la gestion de l'enseignement, des élèves en difficulté, de tout ça. Mais c'est vraiment, si on n'avait pas d'éducatrice spécialisée, la personne clé, là, ces élèves-là ont besoin de ce support-là, mais c'est pas compris dans le barème de financement qu'on a. Donc, Emploi Québec, à l'heure actuelle, pallie à ça, paie, dans le fond, des frais, donne une subvention à la commission scolaire pour qu'on puisse se payer ces services, mais sans éducatrice spécialisée, on n'aurait pas les résultats qu'on a. Cette formation-là ne pourrait pas survivre. Fait qu'il faut toujours aller chercher un support à l'extérieur. En terminant, puisque le temps file, on a l'impression on entend souvent en fait des gens qui considèrent que ça ne vaut pas la peine d'investir pour des gens qui sont plus en difficulté, peu importe pour l'éducation ou pour quoi que ce soit. Les gens trouvent qu'on investit trop de ressources là-dedans. Par contre, c'est un investissement qui va rapporter dans le futur. Oui. Tout à fait. C'est ces gens-là qui, comme on se le disait plus tôt, n'auraient peut-être pas d'emploi, n'auraient peut-être pas d'avenue d'emploi stable et payant. Ça fait en sorte que ces gens-là vont finir par avoir un meilleur emploi, payer plus de taxes. Et donc, cet investissement-là, je pense qu'il faut le voir comme ça. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous insistez quand vous essayez d'avoir une reconnaissance ou plus de financement? Effectivement, c'est un investissement. C'est sûr que c'est coûteux faire rouler un programme comme ça, mais ça fonctionne très bien. Notre taux de placement est très bon. Moi, je pense qu'il faut continuer à aller dans cette lignée-là. Si on n'investit pas aujourd'hui avec cette clientèle-là, nos élèves, ils vont se retrouveraient sur des programmes sociaux, dans le fond. Ils sont capables de travailler, ils ont des compétences. C'est de l'investissement, c'est sûr, c'est du temps. Mais si on n'investit pas aujourd'hui, c'est clair qu'ils se retrouvent sur les programmes sociaux. C'est prouvé qu'il y a plus de chômage. Si on n'investit pas aujourd'hui, que ces jeunes-là vont avoir des emplois précaires, vont aller sur les programmes sociaux. Fait que ça, c'est très coûteux à long terme pour la société. C'est à ce moment-là que ça coûte beaucoup plus cher que de les former en ce moment. Oui. Puis plus on investit tôt. Nous, ça commence à 16 ans, notre formation. Ils peuvent entrer à partir de 16 ans. Puis plus on investit tôt, mieux c'est. Parce que sinon, souvent, c'est prouvé aussi dans les statistiques que quelqu'un qui commence à l'aide sociale à 18 ans, il risque d'y rester ou d'y retourner, du moins. Fait qu'on investit maintenant, puis c'est sûr que ça va rapporter, mais effectivement, c'est coûteux, là. Mais c'est beaucoup moins coûteux d'investir là que de laisser aller toute cette clientèle, de ne rien faire, puis de les laisser aller sur les programmes sociaux. Bien, je vais te souhaiter bonne chance avec ce beau projet-là, vraiment, Merci. Je le pense sincèrement. Et puis, nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre émission de Mag Hebdo.